J'ai l'honneur de vous présenter ce soir quelqu'un que vous connaissez, pour certains parce que vous suivez ses cours, pour d'autres parce que vous le voyez sur le campus et vous le connaîtrez un peu mieux ce soir. Donc Pascal Perrineau est un des plus éminents politologues français. Son nom est attaché au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po Paris, qu'il a créé et dirigé, je crois, 20 ans, si je ne me trompe pas, hein, à peu près. Il est, sans conteste, un des plus grands et des meilleurs chercheurs sur les mouvements politiques qui ont traversé la France au cours de ces 50 dernières années, et surtout des extrêmes, dont il a prédit avant de nombreuses personnes la montée, hein, qui nous paraît aujourd'hui d'ailleurs irrépressible. Et il ne s'est pas contenté d'étudier la situation française, il s'est aussi intéressé de très près aux partis politiques européens et en particulier à ces partis qui aujourd'hui attestent d'une grave crise de la représentation et voire de la démocratie. Aujourd'hui, c'est de la France dont il nous parle, hein, de l'élection présidentielle et justement de cette élection où l'on prédit possiblement, probablement, un vote fort pour l'extrême droite. Je lui passe la parole. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup de cette présentation trop élogieuse. On va parler aujourd'hui de la situation politique en France à l'occasion de l'élection présidentielle. Il n'y a pas que les États-Unis qui sont en pleine élection présidentielle. La France est déjà, du fait de son adoption du processus des élections primaires, est déjà dans le cycle de la présidentielle qui aura lieu pour le premier tour à la fin avril 2017 et pour le second tour au début du mois de mai 2017. Alors, pour essayer d'y voir clair, je vais procéder en 3 temps. D'abord, partir du constat actuel, sachant que ce constat actuel peut bien sûr beaucoup bouger dans les mois qui viennent. Vous connaissez la sensibilité des opinions publiques aujourd'hui à la conjoncture, et en particulier à la conjoncture terroriste, qui peut, du jour au lendemain, provoquer des reclassements d'ampleur, et vous verrez déjà les reclassements à l'œuvre. Donc on partira de ce constat qui se traduit à la fois par un véritable effondrement de la gauche en France, et de la gauche au pouvoir, et apparemment une grande puissance électorale des droites. D'ailleurs, quand je dis la gauche, je devrais parler des gauches, ça n'a pas de sens, encore plus aujourd'hui qu'hier, de parler de la gauche et de la droite. Ce sont des objets qui n'existent pas. Il y a des gauches et il y a des droites. Les gauches sont aujourd'hui à terre, les droites sont apparemment triomphantes, mais on verra qu'elles sont extrêmement divisées. Et que le second tour de l'élection présidentielle, si les rapports de force ne changent pas, verra l'affrontement de deux droites, l'extrême droite et la droite classique associée au centre. Tous ces reclassements, deuxième idée, tous ces reclassements sont le symptôme, l'expression de profonds changements de la société française. Contrairement à ce que des sociologues qui prennent leur désir pour des réalités annoncent, la société française est une société qui se droitise. Il y a une véritable droitisation de la société française et pas simplement sur le terrain de la sécurité, c'est-à-dire dans le tréfonds des couches sociales, dans le tréfonds des différentes générations. La droite, les droites sont en train de pousser en France très sensiblement leur avantage, comme elles le font d'ailleurs dans toute l'Europe. À cet égard, la France n'est pas un pays exceptionnel. Dans toute l'Europe, on assiste à une poussée des droites. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gouvernements de droite que de gauche en Europe, et que la France, à cet égard, paraît être, jusqu'à l'année prochaine en tout cas, une véritable exception. Et puis on verra, de manière fragile, troisième temps, si l'on peut faire un peu de prospective, sachant que cette prospective peut être mise à bas du jour au lendemain
par un événement terroriste, et il y en aura. Donc, le constat. 4 ans de pouvoir socialiste, puisque François Hollande a été élu en 2012, en mai 2012, donc nous sommes à un peu plus de 4 ans de pouvoir socialiste. Le pouvoir socialiste a bien sûr le gouvernement, d'abord sous l'égide de Jean-Marc Ayrault et ensuite sous l'égide de Manuel Valls aujourd'hui. Il avait une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il a perdu cette majorité au Sénat, puisque le Sénat, qui représente au fond la France profonde, la France des régions, la France des départements, ce Sénat est repassé à droite. Mais il contrôle aujourd'hui toujours une majorité législative dont on va voir qu'elle est de plus en plus fragile, puisque la gauche est travaillée en interne par de multiples contradictions. Donc une gauche aujourd'hui en miettes. Il y a plusieurs indicateurs de cet éclatement peu commun de la gauche, de cette faiblesse peu commune de la gauche. Quand on regarde toute l'histoire de la Ve République, il y a d'abord l'expression électorale. La gauche, les gauches ont perdu toutes les élections intermédiaires sans aucune exception depuis 2012. Elles ont perdu les municipales, elles ont perdu les départementales, elles ont perdu les régionales. J'ai pris ici les régionales parce que ce sont les dernières, elles ont eu lieu en décembre 2015, donc c'est tout frais. Le total de toutes les gauches associées, de l'extrême gauche au vert, en passant par le Parti socialiste, ses alliés, le Parti communiste, le Front de gauche, etc., c'est 37,5%. Vers la gauche, aujourd'hui, quelle que soit l'élection, c'est moins de 40%. C'est moins de 40%. Et le Parti socialiste et ses alliés, c'est 23% des suffrages exprimés. Les droites, c'est près de 60% aujourd'hui, dont 2 composantes principales, bien sûr, les listes d'union de la droite regroupées essentiellement autour du parti Les Républicains, avec son associé centriste l'UDI, et de fait également le MoDem aujourd'hui, c'est-à-dire l'autre parti du centre indépendant qui en fait s'est rallié aux droites, 26,7%, et les listes du Front National, 27,7%. Vous voyez là que, là aussi, contrairement à ce que des gens qui ne veulent pas voir la réalité disent régulièrement, le Front National est la première force électorale en France. Devant l'Union de la droite, 26,7%, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, est une association républicain-UDI, déjà 2 partis, et même 3 si on prend le MoDem. Et devant, bien sûr, le Parti socialiste avec 23%. Donc c'est la première force électorale en France aujourd'hui. Donc, quand on prend l'indicateur électoral, vous voyez, on voit bien cet incroyable affaiblissement de la gauche. Deuxième indicateur, les indicateurs d'opinion. Vous savez qu'aujourd'hui, un gouvernement démocratique, ce n'est pas un gouvernement simplement issu des urnes, ce n'est pas un gouvernement qui se ressource sans cesse dans des élections, c'est aussi un gouvernement d'opinion, comme on dit. L'opinion publique est devenue une force en elle-même qui constitue une sorte de plébiscite quotidien. Et particulièrement pour le président de la République dans un système à composante présidentielle forte. Vous avez ici la popularité de François Hollande depuis son élection jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais connu ça. Certes, les popularités présidentielles s'atténuent, elles s'affadissent. Les lunes de miel d'après l'élection ne durent jamais. C'est véritablement une loi. L'effet, comme on dit ici, l'effet honeymoon, l'honeymoon effect est très court. Maintenant, ça dure, même avec François Hollande, ça a duré quelques semaines. Il n'a même pas eu le droit à quelques mois. Ça a duré quelques semaines, l'effet lune de miel. Mais alors, 12% de popularité, ça, alors là, on n'avait jamais, de mémoire historique, jamais vu ça. Jamais. Avec 2 petits sursauts, les attentats. Ici, l'attentat de janvier, et ici, l'attentat de novembre, très traumatisant. Mais regardez, maintenant, les derniers attentats, c'est terminé. Il n'y a plus de sursaut de popularité du tout. Le pouvoir est considéré comme responsable maintenant de ce qui arrive au pays. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de profondément changer. Même si les sursauts de popularité étaient éphémères, très éphémères. Donc,
un président qui est en train de sortir des écrans radars de la popularité. Ce que n'avait jamais fait aucun président de la Ve République. Vous avez ici les records d'impopularité de chacun des présidents. Ah, que la République était belle pour le président sous le général de Gaulle. Les records d'impopularité de Gaulle, c'était 42%. Le président actuel en rêverait. Pompidou, 47%. Le record d'impopularité. Giscard, le mal-aimé, 35%. Mitterrand, ah déjà là ça se dégrade un peu. Mitterrand, premier septennat, 26, deuxième septennat, 22 de popularité. Chirac, 27, 27. Le septennat, le premier septennat de Chirac, le quinquennat de Chirac. Sarkozy, le détesté, 28. François Hollande en rêverait aujourd'hui. Plus de 2 fois le score de François Hollande aujourd'hui. Hein? Plus de 2 fois. Quand on nous dit c'est la même chose, etc. Pas du tout. Pas du tout. Il y a une impopularité d'un type tout à fait nouveau hein, pour François Hollande. Alors je ne sais pas si c'est de la détestation, mais en tout cas, c'est de l'impopularité. Ce qui fait qu'en effet, les grands médias mondiaux peuvent se poser la question. Can he fix France? Hein? Voilà. Il y a maintenant un véritable, pas simplement sur la scène internationale, mais sur la scène nationale, une véritable question de légitimité du président. Est-ce qu'il peut faire le job? Est-ce qu'il peut fix France? Et si il ne fixe pas France, son destin peut être celui-là. C'est en effet, alors, il ne faut pas croire, ce n'est pas du Hollande bashing, puisque ça avait commencé sous Giscard. Hein, Giscard en Louis XV. Hein, mais là, c'est une... En effet, mais ça lui va très bien d'ailleurs, parce qu'il a un physique un peu bourbonien. Hein, voilà, donc... mais en effet, s'il ne fixe pas France, voilà. Alors, heureusement, pour lui, il n'y a plus la guillotine, mais il y a la guillotine de l'opinion, déjà, et peut-être demain, la guillotine des sondages. Alors, ces sondages, comment, aujourd'hui, il faut faire attention, nous sommes à 9 mois hein, de l'élection. Comment, aujourd'hui, les sondages, j'ai pris un des derniers d'un institut dans lequel j'ai confiance, BVA. Alors, il y a différentes configurations de candidature, parce que pour l'instant, le candidat de la droite, on ne sait pas qui il sera. Dans tous les cas, vous voyez, Hollande est à 13%. Il est à son niveau de popularité plus 1 point ou 1,5 point. Il n'est jamais capable d'aller au second tour, puisque si Juppé est candidat des Républicains, Juppé fait 36%, Marine Le Pen 28%, et Hollande se retrouve, vous voyez, mais à des abîmes derrière. Il est à 15 points derrière Marine Le Pen. Hein. Et il fait la même chose que Mélenchon, le candidat de la gauche de la gauche. Ce qui commence à poser un problème, parce que président sortant qui ferait le même score que Mélenchon, là, ça commence à sentir extrêmement mauvais pour la gauche, si vous voulez, de gouvernement, une gauche réformiste, une gauche classique. Hein. Si Sarkozy est candidat, alors vous voyez que Sarkozy, ce n'est pas la même chose que Juppé, mais attention, si Juppé est candidat, il n'y a pas de candidat centriste, M. Bayrou. Si Sarkozy est candidat, il y a un candidat centriste, M. Bayrou. Et M. Bayrou fait 13%. Vous voyez ? Voilà. Donc, ça explique... vous voyez, on passe de... En effet, Sarkozy plus Bayrou, ça fait Juppé. Hein ? Hollande, 13%. Vous voyez, on dit contre... Ah, Sarkozy, ce serait beaucoup plus facile pour lui. Pas du tout. 13%. Hein ? Mélenchon, 13%. Et Le Pen, 29%. Là, elle est en tête du premier tour. Elle est nettement en tête, hein, puisqu'elle est à 6 points devant Sarkozy. Donc, dans tous les cas, une gauche éliminée au second tour. Alors, les seconds tours, on les juge aujourd'hui, mais c'est très aléatoire hein, de juger les seconds tours aujourd'hui, parce que ça bougera énormément. Juppé écraserait Marine Le Pen, mais attention, pas du tout comme Chirac écrasait en 2002 Jean-Marie Le Pen. Là, elle ferait presque, oui, enfin, grosso modo, 2 fois plus que son père. Hein. Et contre Sarkozy, elle passe la barre des 40%. Quand on passe la barre des 40%, on ne peut pas de manière péremptoire dire qu'on ne peut pas atteindre les 50. On ne peut pas.
imaginer un attentat dramatique, là, tout est possible. Hein, tout est possible. Alors tout cela pose bien sûr pour la gauche, puisque la force en politique d'une force, c'est en général essentiellement la faiblesse de son adversaire. Ah, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut consacrer, quand on parle de la bonne santé de la droite, énormément de temps à la gauche. Il y a un problème d'abord de leadership. Vous savez que la gauche, après beaucoup d'hésitation, s'est ralliée sous la pression de l'électorat de gauche et de quelques militants particulièrement engagés à l'idée d'une primaire à gauche. L'idée au départ, c'était qu'un président sortant ne se soumet pas à une primaire. Obama ne s'est pas soumis à une primaire pour le deuxième mandat. Là, la gauche, certaines familles de gauche ont réclamé une primaire. Il est en position tellement difficile qu'il est obligé d'accepter. Donc, il y aura une primaire. Alors, qu'est-ce qui se distingue aujourd'hui quand on commence à tester? Chez les sympathisants socialistes, qui devraient être le cœur de cible de l'électorat des primaires, il reste en tête, 21%, devant Macron, 19%, et Martine Aubry, 18%. Mais vous voyez que tout ça, c'est dans un mouchoir de poche. Hein. Il n'est pas sûr de l'issue. Hein. 21, 19, 18, hein. On est dans les marges d'erreur d'ailleurs. Voilà. Si, au-delà des sympathisants socialistes, les sympathisants de la gauche au sens large y allaient, ah là, Martine Aubry passe devant. Martine Aubry est la socialiste que les non-socialistes de gauche adorent. Enfin, adorent. C'est excessif, c'est un grand mot. Hein, mais privilégierait. Hein, donc Martine Aubry se situe en tête avec 18%, devant Macron, 13%. Là, déjà, la gauche de la gauche, Macron, c'est vraiment pas voter pour un banquier, tout de même. Bon, quand on est de gauche, c'est pas correct. François Hollande se retrouverait à 11%. Et apparaît Christiane Taubira, qui est quelque part un personnage un peu emblématique de ses sensibilités. Et Emmanuel Macron, le fameux phénomène dont on parle, il faut voir que c'est un phénomène très fragile, parce que c'est au fond l'homme de gauche que la droite et le centre préfèrent. Macron. C'est ça ce qui fait sa popularité. Hein, ce sont avant tout, alors quand on interroge tous les Français, oui, Macron est le leader de gauche que l'on préfère. Parce que, voilà, hein, on sait qu'avec lui, c'est un socialisme libéral, hein, et non pas un socialisme moins libéral. Je ne dirais pas libéral. Hein, un socialisme moins libéral. Donc pour l'instant, voilà quel est le rapport de force au sein de ceux... On ne mesure pas Valls, pourquoi? Parce que Valls a dit, si François Hollande y va, je n'irai pas. Attention, si en décembre le président ne décide pas d'y aller, le Premier ministre sera présent. Donc là, il faudra mesurer Manuel Valls. Sachant que cependant que Manuel Valls sait qu'il est, au sein de son propre camp, un des hommes les plus détestés. Hein, c'est l'ennemi idéal dont rêve la gauche, Manuel Valls. Donc il aura du mal. Donc un problème de leadership. Un problème ensuite de désaccord. Comment parler de la gauche aujourd'hui? Ça n'a pas de sens. La gauche n'est pas d'accord sur l'économique et le social. Deux lois emblématiques, la loi Macron, hein, qui est une loi qui a cherché un peu à libéraliser, enfin comme on libéralise en France, c'est-à-dire permettre un peu le travail le dimanche, un peu le travail de nuit, à essayer de lutter contre le monopole de la SNCF et de permettre les transports en autobus et en car. Vous voyez, en fait, des réformes de fond essentielles. Hein, on est en plein néolibéralisme débridé, hein, à la française, quoi. Hein. Bon, la loi Macron et la loi El Khomri qui cherchaient à réformer le Code du travail, il y a eu une mobilisation de la gauche dans la rue phénoménale, jusqu'au cœur même du Parti socialiste. Donc, qu'est-ce qui rassemble aujourd'hui sur l'économique et le social les différents courants de gauche? À peu près rien. Et sur les valeurs, parce qu'avant la gauche disait, ben oui, mais on n'est pas d'accord sur l'économique et le social, mais sur les valeurs, alors là, l'égalité, la générosité, la fraternité, voilà, là, la gauche, ça existe. Le problème, c'est que sur deux enjeux essentiels, la prolongation de l'état d'urgence et la déchéance de nationalité pour les binationaux nés français, proposition faite pas par n'importe qui au sein de la gauche, le président de la République. Hein,
Là, la gauche a totalement éclaté. Alors pour que ça ne soit pas trop austère, quelques images. La gauche est au pouvoir, mais la gauche est dans la rue. Alors ce n'est pas tout à fait la même. Hein, mais vous voyez bien, là, c'est tout à fait récent, mardi 14 juin, on a l'impression de retourner à mai 68, vous voyez, pour le retrait de la loi travail, la lutte continue, CGT, FO, FSU, Solidaire, UNEF, UNL, FIDL, c'est les organisations de jeunes, ça surtout liées à la gauche, et vous avez les leaders de la gauche à nouveau dans la rue, les trois emblèmes, les trois personnages les plus emblématiques, Jean-Luc Mélenchon au centre, avec l'œillet rouge et le foulard rouge, Besancenot, qui représente la sensibilité trotskiste, et Pierre Laurent, le fils de son père, qui était déjà au bureau politique du Parti communiste et dirigeant du Parti communiste français. Voilà, ils sont à nouveau dans la rue avec, derrière, vous voyez, envoyé valser. Valser, hein, on voit bien que l'ennemi, c'est Valls. Hein. Donc c'est avant tout un règlement de compte au sein de la gauche. La contestation, c'est nouveau, va jusqu'au cœur du pouvoir. Il y a maintenant l'apparition, on l'a vu sur la loi El Khomri, on l'a vu sur la loi Macron, d'un groupe de députés que vous avez à gauche, qu'on appelle les députés frondeurs. Déjà, Mme Lienemann a dit qu'elle serait candidate contre François Hollande. Vous avez d'anciens ministres, l'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Et maintenant, les frondeurs ont accueilli à leur université d'été l'image emblématique de cette gauche radicale au sein même du pouvoir, qui est Christiane Taubira, puisque Christiane Taubira a fait le voyage, et vous la voyez ici, entre deux députés frondeurs essentiels, Christian Paul et Jérôme Gage, et derrière Madame Lienemann. Donc, il commence à attirer, vous voyez, des personnages un peu iconiques de cette gauche de la protestation. À cela s'associent maintenant les ex-ministres frondeurs, c'est-à-dire la fronde a touché le gouvernement. Il y a eu des démissions successives, et parmi eux, l'ancien ministre de l'Éducation, M. Hamon, et le ministre flamboyant de l'industrie et de la reconstruction, ou je ne sais quoi, qu'on s'appelait du redéploiement industriel, voilà, M. Arnaud Montebourg, mobilisé contre l'ennemi intérieur, le social-libéral ONI, Manuel Valls. Et en plus de ça, le sécuritaire, parce que c'est à la fois, il est considéré comme le social-libéral et le sécuritaire. Parce que le discours de Manuel Valls, si vous voulez, n'a pas beaucoup à envier à la droite sur le discours de la fermeté et de la fermeté républicaine. Désaccord ensuite sur la stratégie. Mais ça, c'est essentiel. Depuis des décennies, c'était quoi, la gauche? C'était l'union de la gauche. Pas d'ennemi à gauche. L'ennemi commence au centre. C'est terminé. C'est terminé. On assiste à la fin de ces décennies successives d'union de la gauche, où il n'y avait jamais d'ennemis de l'extrême gauche aux radicaux de gauche. Et dès le centre commençait l'ennemi. C'est terminé parce que vous avez maintenant ceux qui restent dans une optique de l'union de la gauche. Alors là, vous avez une réunion tout à fait émouvante, c'est même extraordinaire de voir ça aujourd'hui. La photo est incroyable. Vous avez le dirigeant du Parti socialiste, M. Cambadélis, vous avez la maire de Paris, vous avez le dirigeant du Parti communiste, vous avez le président de l'Assemblée nationale, vous avez la dirigeante des Verts, et vous avez Mme Taubira, tout le monde est là, et le point levé comme dans les années 30, quoi, hein, voilà. Le point levé, l'international, à la fin de cette rencontre. Alors reste à savoir si les Français y croient, et si ce que Mitterrand appelait jadis le peuple de gauche croit à cela. Alors que, dès qu'on est à l'Assemblée, on se tire à vue dessus. Hein, toutes ces personnes, en effet, sont d'accord à peu près sur rien. Et maintenant commence à apparaître au sein de la gauche une alternative au centre. De manière la plus explicite, c'est bien sûr Macron, vous voyez qu'il cligne de l'œil, mais à droite. Hein, c'est un symptôme tout à fait important. Hein. Macron, en effet, qui, lui, a un discours assumé là-dessus. Mais il faut savoir que l'actuel Premier ministre est, en dépit d'une course-poursuite entre les deux, exactement sur la même ligne. C'est-à-dire l'union de la gauche est terminée, il faut maintenant que la gauche se recompose avec d'autres partenaires. Hein. Simplement, le Premier ministre ne peut pas le dire. Macron peut commencer à le dire. Lui, hein.
Et c'est en fait ce qui est en train de se passer, mais qui va recomposer profondément la gauche française. Qui va la faire revenir d'ailleurs à ce qu'elle a fait dans le passé, parce que ce n'est pas si nouveau. Sous la 4e République et au début de la 5e, la gauche socialiste était associée avec qui? Elle était associée avec la droite et le centre. Hein. Le social-centrisme, il y a des hommes prestigieux comme Gaston Defferre qui ont représenté le social-centrisme pendant des années. Donc ce qui a été fait hier peut être fait demain. Il faut savoir que l'actuel maire de Marseille, M. Gaudin, était conseiller municipal de l'équipe de Gaston Defferre à Marseille. Hein? Voilà. Donc il suffit de renouer avec des pratiques, je ne sais pas si c'était des pratiques vertueuses, pour Marseille d'ailleurs on peut se poser la question, mais voilà. Alors, contre cela, on est en France. Donc en France, il y a un tempérament de gauche qu'il est difficile de qualifier aujourd'hui. Il y a plusieurs taxonomies. La gauche de la gauche, quand on est un peu polémique, les cryptos, mais quand on n'est pas polémique, on peut appeler ça la gauche mouvementiste, puisque c'est très souvent eux-mêmes qui s'appellent, et toute une partie de la sociologie qui n'a pas de grandes indépendances au plan politique utilise le terme mouvementiste aujourd'hui. La gauche mouvementiste, ils ont leur revue, d'ailleurs qui s'appelle Mouvement, avec un S, qui a été fondé en fait par des anciens communistes, qui est fondé par M. Wasserman, ancien communiste, avec le courant altermondialiste, etc. Cette gauche mouvmentiste a retrouvé, du moins dans la rue, parce que dans les urnes, c'est plus compliqué, mais a retrouvé dans la rue une présence forte. Là, vous avez les manifestations contre la loi El Khomri qui ont beaucoup dégénéré, hein, et ça c'est en particulier la manifestation quand elle s'est approchée de l'hôpital des enfants malades, où il y a eu des dégradations majeures. Et puis là, la manifestation contre l'état d'urgence et la déchéance de nationalité. État d'urgence, déchéance, c'est non. Hein, une gauche mouvmentiste donc qui se mobilise sur le terrain, en effet, de la lutte contre l'état d'urgence et de la lutte contre la déchéance de nationalité. Le problème de la déchéance de nationalité est réglé, puisque tout ça a été retiré. La gauche mouvementiste a connu un grand moment dans les mois récents, qui est maintenant retombé, qui a été le mouvement Nuit debout, rassemblé place de la République, luttons solidaires, il y avait différents comités, une parole qui se voulait très horizontale et une thématique qui a cherché à être lancée, mais qui bien sûr n'a pas débouché, sur la grève générale. Hein, objectif ambitieux, hein, de grève générale, mais qui n'a pas débouché. On ne rentre pas chez nous, qui était le slogan de la Nuit debout, voilà, mais au bout d'un moment, en effet, même Nuit debout a été obligé de rentrer chez les gens de Nuit debout ont été obligés de rentrer chez eux. Et la symbolique est intéressante, parce que ça, c'est la banderole des étudiants de l'université de Nantes. Il faut savoir que Nuit debout a touché beaucoup, essentiellement, le milieu étudiant. Hein. Les jeunes de milieu populaire n'étaient pas extrêmement présents dans ce mouvement. Et là, vous voyez des thématiques tout à fait intéressantes réapparaître. Parce que ça pourrait être une thématique, vous voyez, des années 50, quoi, hein, quand le Parti communiste voulait mobiliser. Pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes. Hein. La lutte des classes, le pacifisme au plan international et la lutte des classes pour le plan national. Et vous voyez des individus, en effet, qui sont prêts certainement à la manifestation, mais aussi la réapparition de la violence. Hein, il faut savoir qu'en particulier dans l'Ouest, à Nantes, à Rennes, il y a des manifestations d'une violence en ce moment extrême. Hein, en particulier autour d'un mouvement qui s'appelle les Black Blocs, hein, qui est un mouvement dans lequel il y a des jeunes que vous voyez, ils sont habitués tout en noir, masqués, et on vient pour en découdre, quoi, avec les forces de l'ordre, hein, et pour casser. Hein. Alors, tous ces mouvements, cette dégradation de la gauche, ces recompositions, le retour de l'éternel hier, le retour d'un refoulé de la gauche, hein, sur des positions très radicales, cette gauche mouvementiste. Hein. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la société française? Ça nous apprend d'abord le statut et le retour des minorités actives. Parce que tout ça, ce sont des mouvements minoritaires, mais des minorités actives. Il ne faut pas croire que ces mouvements, trop souvent, comme le dit la presse, sont des mouvements qui sont le symptôme de ce qui se passe dans la société française. La société française, elle, évolue
tout à fait différemment. Quand on ne s'intéresse plus au petit nombre, mais au grand nombre, on n'a plus du tout le même regard sur la société française. Alors là, c'est ce que je me suis efforcé de faire dans une enquête que je fais depuis 5 ans, qui s'appelle Fracture française, où on cherche sur de très gros échantillons, sur tout un ensemble de valeurs, à savoir ce qui se passe réellement, au-delà de ce à quoi les médias s'intéressent. Hein? Les médias, ils s'intéressent essentiellement aux minorités actives. Pour travailler avec eux, je vous assure que je le sais. Il faut voir les rédactions, hein, la rédaction de France Info dans laquelle je travaille, et l'état d'esprit des journalistes. Ils s'intéressent uniquement aux minorités actives. Le reste, ça ne les intéresse absolument pas. Hein? Or, le jour des élections, ce n'est pas les minorités actives qui vont faire le vote. Hein. C'est tout à fait autre chose. C'est une France silencieuse pour l'instant. Alors quand on fait parler cette France silencieuse, qu'est-ce qui se passe au plan économique, au plan culturel, au plan des perceptions de l'immigration, au plan religieux, etc. Au plan économique, il y a une libéralisation des préférences économiques. Et ça, c'est nouveau dans un pays qui reste très étatiste en France, hein, en matière économique. Vous voyez, pour relancer la croissance, il faut limiter le rôle de l'État dans l'économie et donner aux entreprises le plus de liberté possible. 50% en 2014, 53% en 2015, 57% aujourd'hui. Ça, c'est nouveau. Hein? La société évolue vers trop d'assistanat. 69% en 2015, 70% en 2016. Ça veut dire que toute une partie de la gauche est sur cette position. Hein, quand vous avez 70%, toute une partie de la gauche est sur cette position. Au plan culturel, on a besoin d'un vrai chef pour remettre de l'ordre. 88%. Hein, ça a été fait en mars. L'item est assez fort, d'un vrai chef pour remettre de l'ordre. Hein, ça veut dire que toute une partie de la gauche se retrouve derrière ça. Hein, l'autorité est une valeur qui est trop souvent critiquée. 87% en 2016. Donc des tendances, vous voyez, économiques, culturelles, où on se dit déjà, ben, là, toute une partie de la gauche n'est pas en phase avec ce type de demande sociale. Au plan de l'immigration, il y a trop d'étrangers en France, 65%, 2 Français sur 3. 65% en 2016. De manière générale, les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer en France, 58% en 2016, 55% en 2013. Le racisme anti-blanc est un phénomène assez répandu en France. 58% en 2016, 53% en 2015. Il n'est pas normal que les cantines scolaires servent des plats différents selon les convictions religieuses des élèves, 77%. Là, toute une partie de la gauche est derrière cet item. Hein. Donc là, vous voyez que sur l'immigration, il y a des tensions. Hein. Alors ça ne veut pas dire, vous allez voir, comme toujours, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Les immigrés qui s'installent en France font le travail que les Français ne veulent pas faire, 68%. Hein? Retour critique, tout de même, ça n'est pas, attention, à ne pas interpréter tout cela de manière pavlovienne en disant c'est le racisme et la xénophobie en France. Non, c'est plus compliqué que cela. Il y a des tensions avec l'immigration, avec une partie de l'immigration, ça ne veut pas dire que le racisme et la xénophobie sont triomphantes. C'est un peu plus compliqué que cela. Hein, il y a des tensions extrêmement fortes qui traversent d'ailleurs les individus eux-mêmes. Hein, sur les religions, et en particulier sur l'islam, qui est maintenant la grande question. On a eu pendant très longtemps un discours sur « mais l'islam n'y est pour rien » dans tout cela. Qu'en pensent les Français? Qu'en pensent les Français? La manière dont est pratiquée la religion musulmane en France n'est pas compatible avec les valeurs de la société française, 59%. Alors on a posé la même question sur la religion catholique, 8%, sur la religion juive, 12%. Donc il y a bien, dans la population française, une préoccupation sur l'islam au-delà du djihadisme. Hein? Au-delà du djihadisme. Il y a des questions qui viennent ensuite sur l'islam. La religion musulmane cherche à imposer son mode de fonctionnement aux autres, 75% en 2016. Pour la religion catholique, 20% pensent la même chose et 16% pour la religion juive. Cependant, là aussi, vous voyez que c'est complexe. L'islam est une religion aussi pacifiste que les autres et le djihadisme est une perversion de cette religion. 59%.
Mais vous voyez que ça baisse, hein, parce que ce qui se passe fait que même ça, c'est en train de... Voilà, c'était 66% en janvier 2015, après les attentats de janvier. Mais encore aujourd'hui, vous voyez, après tout ce qui s'est passé, hein, vous avez une robustesse dans l'opinion publique qui est plutôt rassurante là-dessus. Hein, c'est-à-dire que les gens ne font pas... C'est pas l'amalgame absolu, quoi. Alors ça va peut-être le devenir, hein. Il faut se méfier des phénomènes de mobilisation et de contre-mobilisation. Et le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 2 Français sur 3 ont véritablement le sentiment d'être en guerre. C'est-à-dire la querelle sémantique qui a ajouté à la classe politique, mais on n'est pas en guerre, on n'est pas tout à fait en guerre. Les Français, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils disent on est en guerre. Voilà. 62% des Français ont le sentiment d'être en guerre, 52% des électeurs de gauche, 72% des électeurs républicains, 75% des électeurs du FN. Ils ont intériorisé l'état de guerre. Alors bien sûr, par rapport à cela, les acteurs réagissent, s'en emparent, c'est inévitable. À commencer tout d'abord le gouvernement et le Premier ministre, qui là-dessus a un discours extrêmement ferme et renouvelé. Il suffit d'écouter ces discours à l'Assemblée, c'est un discours qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre de la part d'hommes de gauche. Le ministre de l'Intérieur d'ailleurs tient, mais c'est sa fonction qui oblige, un peu le même type de discours extrêmement ferme. Mais on voit maintenant, si vous voulez, que la gauche est en train de changer. Le Parti socialiste n'osait jamais tenir ce type de discours avant. Ça y est, maintenant, une partie du Parti socialiste le tient, et une partie importante des électeurs, ce qui est très nouveau, de gauche, commence à tenir un type de discours ferme. Contre le terrorisme, tous vigilants et tous acteurs, ça c'est un communiqué du gouvernement qui aussi permet aux gens de connaître le site Stop Djihadisme. Et bien sûr, le Front National, qui a quelques antécédents sur l'instrumentalisation politique de l'enjeu immigration. Alors là, vous voyez une affiche que l'on a vue sur les murs, les banlieues patriotes, et autre version de l'affiche, choisissez votre banlieue, votez Front. Voilà. Alors comme dans certains quartiers, c'est une réalité, vous voyez, ce n'est pas simplement du fantasme. Ça aurait pu être du fantasme il y a 20 ans, etc. Mais là, ce n'est pas complètement du fantasme. Donc, vous avez là une thématique qu'on va voir réapparaître. Et qui, bien sûr, maintenant, touche d'autres partis, avec une apparition maintenant du thème de l'identité nationale omniprésent dans le message politique. Ça, c'est une affiche d'une candidate qui est une des collaboratrices de Jean-Claude Gaudin à Marseille, Solange Biaggi, lors des dernières régionales. Voilà, simplement, aimons la France. Le drapeau français, aimons la France. Soyons fiers du pays dans lequel nous sommes et soyons fiers de notre identité nationale. Le thème de la nation revient au premier plan. Nation ne veut pas dire nationalisme, forcément. Mais si les partis qui ne sont pas nationalistes n'ont pas un discours clair sur la nation, c'est le nationalisme qui ramassera la mise. C'est le nationalisme qui ramassera la mise, et il faut absolument, à gauche et à droite, que d'autres partis s'emparent de ce thème de la nation. Et une définition claire de ce que c'est que l'appartenance à la nation aujourd'hui. Et Dieu sait si dans le patrimoine intellectuel français, tout de même, on n'est pas à court de définitions sur la nation. Il suffit de relire la conférence à la Sorbonne en 1882, je crois, voilà, d'Ernest Renan, sur la nation, c'est une âme, c'est un principe spirituel. Et une âme et un principe spirituel, c'est à la fois un passé, un riche legs de souvenirs en commun, et un présent qui est le plébiscite de tous les jours, de partager les mêmes valeurs. Quel républicain aujourd'hui peut refuser ça, qu'il soit de gauche comme de droite ? S'il refuse ça ou s'il ne se sent pas à l'aise avec ça, alors là, ça pose problème. Et là, je vais vous dire qu'il n'y a plus beaucoup d'espace dans la société française pour ce type de discours. Parce que là, on le voit, et ça va être, à mon avis, un des thèmes dominants de la prochaine présidentielle, sachant que, voilà, le seul problème, c'est que Nicolas Sarkozy, sous son quinquennat, avait eu la très bonne idée de s'attaquer à ce thème de l'identité nationale. Il sentait bien qu'il y avait un vrai problème, simplement il l'a fait de manière déplorable.
Hein, il y avait un bon sujet mal traité, c'est comme avec les étudiants de temps en temps. Le sujet est excellent, mais ça n'est pas toujours très bien traité. Hein, voilà. Eh bien, l'élève Sarkozy n'a pas été très bon là-dessus. Hein. Puis il a pris un ancien socialiste pour faire ça. Il ne fallait pas prendre un ancien socialiste. Il ne faut pas prendre. Il faut prendre un homme élevé dans la culture gaulliste. C'est des gens qui savent parler de la nation. Hein, en termes ouverts, en termes généreux, comme le général de Gaulle. Alors tout cela, ça donne bien sûr une droite qui est en position politique extrêmement dominante. Des droites puissantes parce qu'elles ont connu la victoire dans toutes les élections intermédiaires, aucun sondage d'intention de vote n'annonce la gauche au second tour, et donc se profile une réplique de 2002. 2002, pour ceux qui étaient trop jeunes, voilà, au soir du premier tour, voilà ce qu'on a vu sur nos télévisions. Les deux candidats qui arrivaient en tête. Et voilà ce qu'on a vu au soir du second tour. Alors là, tout le monde a poussé un ouf de soulagement. Oh, 18%. Là, vous avez vu que dans la pire des hypothèses, c'est 38%. Hein, voilà. C'est-à-dire 20 points de plus. Hein. Donc, des droites puissantes, mais divisées. Alors, normalement, si les choses ne bougent pas, voilà quel devrait être le ticket de second tour. Ça sera votre choix. Alain Juppé, pour ceux qui ne le connaissent pas, et Marine Le Pen, le point levé. Ce qui est une gestuelle qu'elle pratique de plus en plus. Le point levé qui appartient, même vous avez vu qui levait le point tout à l'heure. Hein. Mais des droites divisées, parce qu'il ne faut pas croire que tout ça, c'est simple, ça coule de source, etc. Des droites divisées, d'abord au plan historique. Je ne voudrais pas faire injure à ceux qui connaissent bien sûr cet ouvrage fondamental de René Raymond sur les droites en France, qu'il avait repris d'ailleurs, et où il a distingué sur la très longue période 3 grands tempéraments de droite en France, qui n'avaient souvent pas grand-chose à voir ensemble, et qui d'ailleurs à des moments clés de l'histoire politique française n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Hein, la droite légitimiste, la droite bonapartiste et la droite orléaniste. Aujourd'hui, ces courants sont toujours là. Certains sont devenus marginales, la droite légitimiste, mais la droite orléaniste et la droite bonapartiste, ça a du sens. L'histoire de l'homme fort tout à l'heure, mais c'est la droite bonapartiste. Hein? Ça ne veut pas dire des dictateurs, pas du tout. Ça veut dire que de temps en temps, en France, on peut être de droite, ou même de gauche d'ailleurs, et se dire, ben voilà, il faut un homme fort. Il faut un homme providentiel, le général de Gaulle, par exemple, qui a été, au fond, l'expression contemporaine de ce tempérament de droite bonapartiste, qui n'est pas d'ailleurs un tempérament forcément de droite, ça peut être un tempérament mixte, qui emprunte à la droite et à la gauche. Hein. Puis il y a toujours eu un républicanisme autoritaire, de toute façon, et conservateur. Hein. Voilà. Donc, un pluralisme des droites, qui s'est d'ailleurs non seulement inscrit dans l'histoire, mais qui s'est toujours exprimé dans l'élection présidentielle. Il n'y a jamais eu, dans l'élection présidentielle, un seul candidat de la droite. Il y en a toujours eu 2, 3, 4 et parfois 5. Hein? Il y avait toujours un candidat, ou plusieurs d'ailleurs, issus de la famille bonapartiste-gaulliste, et il y avait un candidat issu de la famille, allez, disons orléaniste, ou 2, ou 3 d'ailleurs. Hein? Et puis il y avait de temps en temps, mais pas systématiquement, un candidat de l'extrême droite. Il y en a eu un en 1965, en 1974 il s'appelait Le Pen, et depuis 1988, la famille Le Pen est là, présente à toutes les élections. Hein? Mais il y a toujours eu un pluralisme des droites. La droite, mais alors, les droites. Puis d'ailleurs, parfois on avait des surprises. L'extrême droite, en 1965, elle appelait à voter Mitterrand au second tour. Hein. Elle appelait à voter à gauche au second tour. Elle n'appelait pas du tout à voter pour le général de Gaulle. Hein. C'était même l'homme qu'il détestait. Hein. Et Jean Eustache Sévignancourt avait dit non, avec François Mitterrand, on s'arrangera beaucoup mieux. Puis dans son passé, François Mitterrand, d'abord, il a eu quelques complaisances avec ses milieux, ça fera résonance chez lui. Hein. Voilà. Donc une diversité historique. Une diversité des hommes et des femmes. Et une diversité de leur tempérament. J'ai regardé,
pour préparer cette conférence, tous ceux qui disent aujourd'hui qu'ils vont être candidats. Alors il y en a environ une vingtaine. Hein. Bon. Et vous retrouvez toutes les sensibilités de la droite, c'est extrêmement intéressant. Il y a d'abord en effet les nationalistes, à commencer par Marine Le Pen. Mais vous en avez d'autres. Vous avez Karl Lang et vous avez Henri de Lesquen. Hein, déjà 3 candidats d'extrême droite. Est-ce qu'ils auront les signatures, etc. C'est autre chose, mais pour l'instant. Hein. La sensibilité souverainiste, M. Dupont-Aignan, et vous verrez, il fera un score non négligeable, parce que le souverainisme, qui est au fond le Brexit à la française, hein, voilà, aux dernières régionales, ça fait 5-6% des voix. Nicolas Dupont-Aignan est là. Et il y en a d'autres. Il y a Asselineau, c'est un autre candidat souverainiste. Hein. Le gaullisme orthodoxe, il sera là. Il y a M. Guénaud, qui fait don de son corps à la patrie gaulliste, hein, qui sera là. Hein. Donc le gaullisme orthodoxe, voilà. Alliot-Marie, qui fait don de son corps également à la patrie gaulliste. C'est voilà, le gaullisme historique. Les néo-gaullistes, on peut y mettre Alain Juppé. Hein. On peut y mettre Nicolas Sarkozy. Hein. On peut y mettre François Fillon. C'est une sensibilité néo-gaulliste. Les conservateurs, le courant conservateur en tant que tel, vous avez un candidat qui n'est pas inintéressant à écouter, qui s'appelle M. Poisson. Hein. Sensibilité chrétienne. Ce sont des hommes qui ont été très en pointe sur la manif pour tous, hein, qui ont une conception de la famille catholique conservatrice, sans être d'affreux réactionnaires. Ce sont des gens de la tradition catholique. Hein. Le courant libéral, alors comme toujours en France, c'est là où on en trouve le moins. Parce que les vrais libéraux, c'est compliqué. Cependant, un néo-gaulliste, M. Fillon, est en train de se porter sur ce créneau très libéral. C'est peut-être aujourd'hui le candidat qui a les positions économiques les plus libérales. Pour un homme qui ne vient vraiment pas pourtant du libéralisme. Vraiment pas. Et puis une sensibilité progressiste, alors ils sont marginaux, mais des hommes par exemple comme Frédéric Lefebvre, des sarkozystes déçus, hein, voilà, qui ont une sensibilité progressiste, et puis bien sûr les centristes, hein, à commencer par M. Bayrou, qui, si Juppé n'y va pas, ira. Donc, vous voyez, on a toutes les diversités. Hein, et toutes ces diversités seront là au premier tour, à des degrés divers. Hein. Une diversité des organisations. La droite française, c'est... Vous savez, Chirac avait créé l'UMP pour tenter d'unifier, parce qu'on est un pays bizarre. On n'a pas de parti conservateur comme les Britanniques, on n'a pas une grande organisation comme la CDU ou CSU en Allemagne, et donc Chirac avait dit ça suffit, ce merdier, voilà, ça suffit, on va mettre un peu d'ordre. Il y aura un grand parti conservateur qui va unifier tout le monde. Ben, c'est l'échec. L'UMP, devenu les Républicains. C'est l'échec absolu, puisqu'il y a les Républicains, mais il y a le Front National, il y a le Parti de la France, un autre parti d'extrême droite, il y a l'Union populaire républicaine, parti souverainiste, Debout la France, parti souverainiste, le Parti chrétien-démocrate de M. Jean-François Poisson, les Républicains, l'Union des démocrates et des indépendants, dirigée par M. Lagarde, parti centriste, le mouvement démocrate de M. Bayrou, et encore là, je vous fais court, hein, il y en a beaucoup plus. Hein. Donc, c'est l'échec complet de la vocation unifiante de l'UMP et des Républicains qui sont soumis à des courants multiples. Voilà les candidats à la primaire de droite. Je vous fais, il y en a beaucoup plus hein, pour l'instant, mais vous les avez là, les principaux, en tout cas, Fillon, Juppé, Le Maire, Sarkozy qui n'est pas encore déclaré, mais là, Jean-François Copé, M. Poisson qui n'est pas des Républicains, Nathalie Kosciusko-Morizet. Là, je l'ai oublié tout à l'heure, un vrai candidat libéral, M. Mariton. Ça, c'est le vrai libéralisme en matière économique. Très minoritaire, mais très intéressant à écouter. Très intéressant à écouter, Mariton. Parce que c'est l'association du courant conservateur au niveau des mœurs et du libéralisme en matière économique. Vous voyez, il pourrait être un vrai républicain aux États-Unis. Pas Trump, un vrai. Hein, voilà. Madame Morano hein, et Monsieur Lefebvre, sensibilité progressiste. De toute façon, comme il est pour les élus des Français de l'étranger, il peut dire tout et n'importe quoi. Ça ne mange pas de pain. C'est bon, voilà. Hein. Mais cette diversité, elle va encore plus loin. Il y a une diversité des électorats. Il y a grosso modo, si vous voulez, 2 électorats. Tous ces gens que je viens de vous montrer, leurs ambitions sont différentes, leurs cursus sont différents, leurs organisations sont différentes, mais leurs électeurs sont à peu près les mêmes. C'est un électorat de droite classique et du centre, en général âgé,
de professions indépendantes ou des couches supérieures du salariat, et de haut niveau d'éducation. Ça, c'est vraiment l'électorat de toujours de la droite. Si vous y rajoutez la proximité avec la religion catholique, vous avez tous les attributs du cœur de l'électorat de la droite. Mais en face, il y a maintenant un électorat encore plus important que celui-là. C'est l'électorat frontiste, du front. Et lui, c'est un électorat qui n'a aucune de ces caractéristiques. Vous voyez, l'extrême droite n'est pas l'extrême de la droite, contrairement à ce que des tas de gens disent. C'est autre chose que la droite, l'extrême droite. Vraiment maintenant. C'est un électorat jeune, et parfois même très jeune. C'est le parti pour lequel votent le plus les jeunes Français aujourd'hui. Hein? Mais ce n'est pas les jeunes qu'on connaît. Ce n'est pas les jeunes de Sciences Po. Ce n'est pas les jeunes des bourgeois que nous sommes. Hein? C'est les jeunes de milieux populaires. Voilà. Ceux dont on ne parle jamais. Mais qui se font entendre dans les urnes. Hein? Donc, un électorat beaucoup plus jeune, un électorat incroyablement populaire aujourd'hui. Il n'y a que quelques chercheurs pour dire « mais non, il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir ». C'est l'électorat le plus ouvrier et c'est l'électorat le plus employé. Hein? C'est ça le cœur des couches populaires. Hein? Et de très loin, les partis qui parlent au nom de la classe ouvrière sont mais plus que distancés. Hein? Vous avez environ aujourd'hui entre 45 et 47% des ouvriers qui vont aller voter, qui votent pour le Front National. Presque un ouvrier sur deux. Vous prenez M. Mélenchon, s'il fait 10% des ouvriers, il peut être content. C'est les fonctionnaires, les professeurs, les chercheurs qui votent pour Mélenchon. Hein? Mais ce n'est pas du tout les ouvriers. Hein? Voilà. Hein? Donc un électorat jeune, populaire, et un électorat de faible niveau d'études. Il ne faut pas croire du tout que c'est un électorat de gens catholiques intégristes. Hein? C'est un électorat très détaché de la religion, l'électorat du Front National. La religion n'est pas leur problème. L'intégrisme, c'est rien en France, l'intégrisme catholique. Ça fournit quelques cadres au Front National, point à la ligne. Et tout le monde s'en fout d'ailleurs. Sauf un peu moins Marion Maréchal Le Pen, parce qu'elle y croit. Elle a été formée dans la tradition catholique et elle y croit. Mais Marine Le Pen, ce n'est absolument pas son problème. Alors, sa vie personnelle est assez peu marquée par le traditionnalisme catholique, comme celle de son père. Diversité ensuite des idées. Ces droites classique et centre, elles se retrouvent tout de même à des degrés divers autour d'orientations plus libérales en matière sociale et économique et plus européennes. Contre une droite qui n'est ni libérale ni européenne. Ce sont deux droites. C'est la droite souverainiste et le Front National. Ça, ce sont des droites avec des orientations sociales et économiques très protectionnistes, pas du tout libérales, et de moins en moins, et extrêmement nationalistes. C'est-à-dire l'Europe est haïe, abhorrée. On propose le Frenzit. Hein, il faut sortir, il faut que la France sorte de ce machin. Quoi. Hein, voilà. En revanche, il y a une très faible hétérogénéité idéologique au fond des différentes composantes de la droite et du centre. C'est pour ça que si les primaires se passent bien, qu'est-ce qui sépare l'électorat Sarkozy de l'électorat Juppé, de l'électorat Le Maire? Il y a des sensibilités, hein, bon. Mais pas grand-chose. Ces gens, le jour du vote, se retrouveront derrière le candidat que la droite aura choisi. Parce qu'au fond, ils ne sont pas très différents. En revanche, la fracture avec le Front National, elle a du sens. Là, ce sont des gens qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'électorat de la droite classique. Leur idée maintenant, c'est de mettre la droite classique à bas, de la mettre à genoux et de se servir sur les débris de la droite classique. Simplement, la droite classique résiste. Alors finissons, troisième point, ça ira plus vite, l'avenir. Il y a plusieurs questions, à mon avis, qui se posent. Si l'on prend le scénario de la droite, on verra que c'est le scénario le plus probable, quel sera l'homme, et ça c'est une vraie question, le plus capable d'être le point d'équilibre de toutes les droites et au-delà? Quel est l'homme, au fond, parce qu'il y a peu de femmes, hein. Bon. Quel est l'homme qui est le plus capable d'être au centre de gravité? Si la droite veut vraiment gagner, il faut un homme qui soit au centre de gravité de toutes les familles de la droite et du centre. Et là, il y a des hommes qui sont pour l'instant mieux placés que d'autres.
Alain Juppé ne doit pas oublier, c'est lui qui pour l'instant fait la course en tête, mais il ne doit pas oublier que son électorat, au premier tour, c'est un électorat de droite et du centre, et qu'il n'attend pas un discours qui soit un discours de gauche modérée. Il doit être au centre de gravité de la droite. On n'est pas simplement surplomb par rapport à son électorat, on est aussi l'expression de son électorat. C'est ce qu'avait merveilleusement compris Sarkozy en 2002, ce qui a fait d'ailleurs sa victoire étonnante. Il s'était mis, lui, complètement au centre de gravité. En 2012, ça n'était plus le cas. Il ne se met plus au centre de gravité, il se met sur une aile dure et il perd. Il perd. Il aurait dû en tirer les conséquences. Deuxième question, comment la droite gérera ces différences dans l'affrontement de l'élection primaire? L'élection primaire, c'est merveilleux, mais ça laisse des traces. Regardez ce qui se passe dans le camp républicain, aux États-Unis. Ça laisse tellement de traces que le candidat républicain va avoir maintenant du mal à gagner. Alors qu'il y a quelques semaines, plusieurs sondages donnaient Trump gagnant. Mais la convention a été tellement mauvaise. Monsieur Ted Cruz, tout de même, il faut le faire, arriver à la convention, dire il n'est pas question de voter pour Donald Trump. Et maintenant, tous les candidats républicains qui, dès qu'ils voient Trump arriver dans un État, disent oh là là, moi je ne suis pas là, j'ai autre chose à faire, il faut que je sorte ma petite fille, il faut que je... Voilà. Bon. Vous voyez, c'est tout à fait particulier. Hein, tout à fait particulier. Donc là, on voit, alors que les démocrates ont mieux géré leurs différences. Et pourtant, il y en avait entre Sanders et Hillary Clinton. Hein. Mais là, ils arrivent, bon, voilà, à réunir. La gauche, en France, en 2011, s'était affrontée, mais avait ensuite joué l'ère de l'unité. La droite arrivera-t-elle à le faire? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse parce que la droite, en dépit de sa profonde homogénéité idéologique et de valeurs, elle a une tradition d'opposition des hommes redoutable. Redoutable. Et même moins il y a de différence, plus l'affrontement est dur. Freud a dit de très belles choses là-dessus, hein, sur la haine des petites différences. Hein, voilà, c'est des petites différences et il n'y a rien de pire. Hein, et là, la droite est très forte pour ça. Quand ils se mettent, regardez, Chirac et Balladur en 1995, il n'y avait pas deux hommes plus proches. Ils en sont venus à un affrontement, mais absolument effrayant, quoi. Hein? Donc ça peut être sanglant. Et là, si Juppé gagne, il faudra voir comment le patron des Républicains réagit. Et si le patron des Républicains réagit, il faudra voir comment les autres réagissent. Troisième question, comment dans le choc d'un second tour, droite FN, puisque ça sera la troisième fois, hein, sous la Ve République, qu'il n'y a pas de conflit avec la gauche. La gauche prend l'habitude d'être expulsée du second tour. C'était le cas en 1969, en 2002, et là en 2017, c'est un scénario probable. Comment dans le choc d'un second tour droite FN, la droite aura la capacité à représenter le peuple de France au-delà du seul clivage gauche-droite? Parce que là, il faudra en 15 jours, pour le candidat de droite, opérer une mutation. Il ne s'adressera plus simplement à l'électorat de la droite et du centre, il s'adressera au-delà. Il s'adressera au-delà, il faudra faire ce que Chirac n'a pas réussi à faire en 2002. Il avait une majorité extrêmement large et il fonctionne avec un gouvernement extrêmement étroit. Là, il faudra certainement agir autrement. Et ouvrir intelligemment. C'est-à-dire ouvrir autrement que l'a fait Sarkozy. L'ouverture, c'est pas... Ça se négocie, une ouverture. Quand les Allemands ouvrent, ils ouvrent vraiment, mais ils négocient pendant 15 jours autour d'une table. Voilà. Comment prendre en charge? Ensuite, c'est une vraie question. La demande de démocratie qui est là présente dans le populisme. Parce que c'est vrai que tous nos pays connaissent une montée du populisme. Trump, les Allemands... Les Anglais, les Italiens, regardez le mouvement Cinque Stelle, etc. Tout le monde connaît. Dans ce populisme, il y a aussi une demande de démocratie. Il ne faut pas voir le populisme uniquement sous sa face négative. Il y a une demande d'intervention du peuple dans le populisme. Que le peuple reprenne langue avec le système politique. Comment, qu'on soit de gauche, de droite, du centre, Front National ou haut, comment on fait pour prendre en charge la demande de démocratie qui est là présente dans le populisme? C'est une vraie question. Et vous voyez, cette demande populiste,
Elle irrigue la droite, bien sûr Marine Le Pen, mais elle irrigue la gauche. Mouvement Nuit debout, c'est tout à fait symptomatique d'un populisme sans chef. Hein, mais énormément d'horizontalité, de démocratie qui se veut complètement horizontale. Hein, mais il y a bien une demande de démocratie là-dedans. Hein. Avant-dernière, comment une sensibilité politique identifiée profondément à la Ve République, si Juppé ou Sarkozy gagnent, à sa culture politique verticale? Parce que le gaullisme, ce n'est pas une culture politique horizontale. Hein. Chirac, ce n'était pas une culture politique horizontale. Ils en ont, à la limite, rien à foutre de la démocratie participative. Ce n'est pas leur tasse de thé, ce n'est pas leur culture à ces hommes et à ces femmes. Hein. Ils ont une culture démocratique, mais extrêmement différente. Hein. Mais comment cette sensibilité peut s'adresser à une société dont, de fait, la structuration politique, aujourd'hui, est davantage horizontale? Hein. C'est ce que dit Luhmann. Hein. Une société, on a de plus en plus des sociétés sans sommet et sans centre. Hein, mais l'image n'est pas idiote. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec ces sociétés sans sommet et sans centre quand on est issu d'une culture, vous voyez, qui est une culture verticale, complètement différente? On connaît tous ça, hein, dans les entreprises, dans les universités, dans les familles, dans les associations, dans les partis, et dans l'État, et dans le système politique. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein, la gauche a essayé, c'était le phénomène Ségolène Royal. Mais voilà, on lui demandait qu'est-ce que vous pensez de la politique de défense, elle vous répondait, mais je pense ce que vous pensez. Alors, bien sûr, bon, là on est en pleine horizontalité, hein. Mais vous voyez que l'horizontalité, il faut la mettre en tension avec de la verticalité, parce qu'un président ou une présidente, on lui demande autre chose que de penser ce qu'on pense. Surtout quand on ne sait pas très bien soi-même ce qu'on pense. Hein, il faudrait un peu structurer tout de même. Bon. Mais là, il y a un problème entre la démocratie verticale et la démocratie horizontale qui est un des grands défis pour les années qui viennent. Et puis il y a bien sûr l'intrusion de l'événement. Que ça, moi je suis incapable de prévoir. Un attentat terroriste est particulièrement sale et dans un lieu de pouvoir ou dans un grand moment de la campagne présidentielle, attendez, ça bouleverse tout. Hein, tout. Hein. Un climat socio-économique, on peut toujours rêver, qui s'améliore subitement. C'est ce dont rêve l'actuel président, ce qu'il attend depuis 4 ans, tous les 6 mois, et qu'il nous annonce, ça va s'inverser. Ça ne s'inverse pas, mais ça pourrait s'inverser. Hein. Donc, le climat socio-économique, et puis la fragilité des hommes. Un combat présidentiel, c'est un combat, vous le voyez bien, très personnalisé. Un des rôles peut avoir un problème. Le président, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, il peut y avoir un problème. D'une certaine manière, regardez ce qui se passe aux États-Unis tout de même. Donald Trump a très bien tenu tout le combat de la primaire pour gagner de la manière dont il a gagné. Lui, il a gagné clair, hein, Trump. Et maintenant, on a l'impression que, voilà, il est fragile. Parce que maintenant, il ne s'agit plus de gagner par rapport aux républicains. Il s'agit de gagner par rapport à un peuple. Et quel peuple? Le peuple américain. Là, c'est une autre paire de manches. Hein. S'adresser à l'ensemble des électeurs américains et dire, voilà où je veux emmener... c'est pas simplement America First, hein, où je veux emmener l'Amérique. Et là, voilà, là, il faut qu'il se muscle rapidement. Hein, parce que s'il ne se muscle pas là-dessus, il va avoir des problèmes. Les gens sentent la fragilité de Trump. Hein. Tandis que Clinton, avec tous ses défauts, voilà, elle semble moins fragile là-dessus. Parce qu'elle a déjà été aux affaires, peut-être trop d'ailleurs. Peut-être trop, hein, mais elle a été déjà aux affaires. Hein. Donc il y a toutes ces questions qui font faute, mais c'est pour terminer. Voilà, il y a 3 scénarios possibles. Le scénario le plus probable, c'est la droite. Mais lequel et laquelle? Lequel des hommes et laquelle des droites? Et vous voyez, le mouvement est assez beau, là. Il veut dire beaucoup de choses. Il y a dans l'exis corporel d'Alain Juppé une détermination qu'on lui connaît peu. Pousse-toi de là que je m'y mette. C'est tout de même ça ce que ça veut dire. Et un Sarkozy, ça n'est pas non plus l'habitude, qu'elle a l'air un peu intimidée. Hein? Voilà. Deuxième scénario, hautement improbable, que j'ai appelé la gauche Terminator. Parce que vous savez qu'il y a eu Terminator 4
qui s'appelle Renaissance. Et je crois qu'au Québec, d'ailleurs, Terminator 4, ça s'est appelé Rédemption. Et au Nouveau-Brunswick aussi. Renaissance. Le retour de François Hollande, aidé par Terminator, en effet. Le retour de François Hollande, là, mais il faut une vraie renaissance, si vous voulez. S'il reste ce qu'il est, le président normal, la renaissance ne viendra pas. D'abord, il ne faut pas être un homme normal pour renaître. Hein? Voilà. Est-ce que la fonction l'aura transformé à ce point pour qu'il soit capable, en quelques semaines, de renaître? Parce que c'est ça le défi. Quand on est à 12%, il ne faut pas être le même. Hein? Parce que si vous continuez, il va finir à 6. Hein? Voilà. Et troisième scénario, le scénario, là on revient à la plan of attack. Can Marine Le Pen destroy the European Union from the inside? Can Marine Le Pen destroy France from the inside? Hein? Bon. D'abord, elle fait la une du Time. Hein? Je veux dire. Il n'y a pas beaucoup de leaders populistes qui font la une du Time. Hein? Voilà. Et la voilà, sur les marches de l'Élysée. Là, pour l'instant, elle rend des visites à François Hollande. Voilà. Elle rend des visites, mais vous voyez... Alors, vous voyez quoi? Vous voyez quelque chose d'intéressant. Parce que c'est un populisme en jupon. Le populisme en jupon, ce n'est pas un populisme comme les autres. C'est à la fois, en effet, l'héritière de son père. Elle en a le capital génétique dans tous les sens du terme. Quand on la voit en meeting, c'est frappant, c'est son père, quoi. Hein? C'est la même gestuelle, hein? C'est la même gouaille, c'est la même forme d'intervention discursive, c'est la même inventivité, hein, dans les discours d'ailleurs. Des notions, une novlangue, des néologismes incroyables. Bon. C'est une des meilleures oratrices aujourd'hui, hein, en France. Quand on l'écoute, les télés d'ailleurs se disent, chaque fois qu'on met Marine Le Pen, ça fait un tabac, quoi, en termes d'audience. Hein. C'est ça, c'est les thématiques de son père, l'antisémitisme en moins, la République en plus, hein, tout de même, il y a des modifications profondes derrière, mais c'est une femme. Une partie des Français se disent ça pourrait être la première femme présidente de la République. C'est-à-dire ce qu'on se dit en ce moment aux États-Unis pour Hillary Clinton. Oh, on ne l'aime pas beaucoup, mais ça sera une femme. Génial, une femme à la Maison-Blanche. Eh bien, certains Français se disent la même chose en France, mais pour Marine Le Pen. Hein? Je vois qu'il y en a qui, en effet... Mais, si vous voulez, les gens fonctionnent. Et la poussée de Marine Le Pen chez les femmes est loin d'être négligeable. Hein? Est loin d'être négligeable parce qu'elle représente aussi cette forme d'émancipation. Vous voyez, quand le populisme prend une dimension d'émancipation, attention. Voilà. Hein? Attention. Voilà ce que l'on pouvait dire, mais ce n'est pas le scénario le plus probable, rassurez-vous. C'est pas... Enfin, s'il y en a qui ont besoin d'être rassurés. Ce n'est pas le scénario le plus probable. Le scénario le plus probable, c'est celui-ci, mais lequel? Et ensuite, laquelle des droites? Parce que si on va dans le détail, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein? Pas tout à fait la même chose, même si leurs électeurs ne sont pas si différents qu'on veut bien le dire. Voilà. Merci. En 2016, les 60% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrants en France. Ouais. Est-ce qu'il y avait une année quand les Français pas pensaient qu'il y avait trop d'immigrants en France? Il y a eu des années où c'était beaucoup, beaucoup plus bas. Hein? Il y a toujours eu un pourcentage qui tournait aux alentours de 45, 50%, 55%. Là, voilà, on monte nettement plus haut. Alors, il y a un effet conjoncturel de la crise des migrants. La crise des migrants que l'on avait abordée avec Pierre-François a eu, sur tous les pays européens, a eu un impact en termes de perception
d'une invasion des pays européens par les étrangers. Et il faut faire attention parce que la France a été marquée, mais il y a des pays qui ont été beaucoup plus marqués que la France. Et j'ai regardé en détail, ce sont souvent des petits pays. Il faut bien comprendre que, si vous voulez, pour des petits pays, à population extrêmement homogène, l'arrivée de centaines de milliers, ou même de dizaines de milliers dans de petits pays, d'étrangers et de demandes d'asile qui vont à la clé. On a désigné très souvent du doigt la Hongrie. Il faut savoir que la Hongrie, c'est le pays dans lequel il y a eu le plus de demandes d'asile par rapport à la population. Voilà, je dis aussi. Il y a peut-être le méchant Orban, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, hein, c'est le pays où, par tête d'habitant, il y a eu le plus de demandes d'asile. Donc, il y a dans ces pays, mais vous avez aussi des petites démocraties nordiques dans lesquelles il y a une montée énorme des tensions, parce que ce sont des petits pays homogènes, et parfois, en plus de ça, incroyablement peuplés en termes de densité. Les Pays-Bas, si vous ne connaissez pas la densité démographique des Pays-Bas, vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Hein, parce que les étrangers, là, vous les voyez vraiment, il y a une population tellement dense, vous voyez, que ces pays, en plus de ça, avaient des modes de vie et des solutions politiques extrêmement consensuelles. C'est ce qu'on appelait, en sciences politiques, on appelle ça les sociétés pilarisées. Hein, ces sociétés pilarisées, ça allait, si vous voulez, de l'Autriche aux Pays-Bas et à certaines sociétés d'Europe du Nord. C'était des sociétés très stables, avec un système social extrêmement généreux, une grande solidarité à l'intérieur des sociétés et pas de violence. Les flux migratoires ont déstabilisé ces systèmes. Ils ne les ont pas fait disparaître, bien sûr, mais les ont profondément déstabilisés. Et ça a créé dans la population un réflexe de défense de type identitaire. Nous avons notre système, on veut le garder parce qu'il est bon pour nous tous, c'est comme ça que nous vivons depuis des décennies et ça a permis le progrès. Et beaucoup de politologues, en particulier norvégiens, ont inventé le concept, Björklund a inventé le concept de chauvinisme d'État-providence. Ce sont des États-providence, mais luxueux. Hein. Attendez, la France à côté paraît être un État-providence, vous voyez, médiocre. Hein. Et la réaction de ces populations, ça a été de dire l'État-providence, nous on veut le garder. Comme voilà, les étrangers, on ne peut pas tous les accueillir, on ne peut pas tous les faire participer à cet État-providence, c'est le chauvinisme de l'État-providence. C'est-à-dire l'État-providence, mais pour les seuls nationaux. Hein, c'est la préférence nationale en France, hein, chez Marine Le Pen. Hein, c'est l'adaptation du chauvinisme de l'État-providence. Hein. C'est un des éléments essentiels du succès de ces partis dans les couches populaires. Parce que les couches populaires, elles ne sont pas comme les couches bourgeoises. Hein. Les couches populaires, elles dépendent de l'État-providence. À la limite, un bourgeois, il peut s'en passer. Hein. Le prolétaire norvégien ou le prolétaire des Pays-Bas, il ne peut pas s'en passer. Lui. Donc, il voit directement la menace. Le toubib, l'intellectuel ou le prof de l'université de je ne sais où aux Pays-Bas, il ne le voit pas, ça. Tandis que le prolétaire des Pays-Bas, il le voit, il le sent, il le vit. Donc il y a de la pratique aussi derrière. Hein. Donc tout cela explique, si vous voulez, largement la poussée, alors appelons ça xénophobe, peut-être, je n'appellerais pas ça des poussées racistes, hein, mais la poussée xénophobe dans ces pays, oui. Il y a le sentiment qu'il y a trop d'étrangers, qu'on n'est plus chez soi comme avant, c'est une question qu'on utilise beaucoup aussi, hein, on n'est plus chez soi comme avant. Et alors cela est renforcé quand il y a dans l'immigration des populations minoritaires, mais qui, à la fois, ont des pratiques qui signifient de manière claire le refus de l'intégration, et qui préconisent dans les discours même la condamnation du pays d'accueil. Alors là, ça ne passe plus du tout. Là, vous avez des réactions de l'opinion en disant ça suffit, quoi. À la porte. À la porte. Hein? Alors aux Pays-Bas, ça a été le cas. Si vous voulez, vous avez une partie de l'immigration qui a amené d'abord la violence, les meurtres, en matière politique, mais jamais, attendez, aux Pays-Bas, on avait connu ça. Hein. Jamais. Et des imams prenant la parole au moment des élections pour dénoncer la démocratie hollandaise. Attendez, les Hollandais se sont dit, non mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Et donc vous avez eu des phénomènes populistes qui d'ailleurs ont bouleversé complètement la scène politique des Pays-Bas, puisque le grand leader qui va se faire assassiner du parti populiste, Pim Fortuyn, venait de la gauche. C'était un professeur de sociologie d'extrême gauche qui avait fait son outing homosexuel. Vous voyez, comme réac, on fait mieux. Hein, voilà. Eh bien, ce réactionnaire est devenu à la tête du Parti de la Liberté aux Pays-Bas. Et c'est lui la première grande force avant Geert Wilders, la grande force populiste des Pays-Bas. Mais il venait de la gauche et il se battait pour les droits des femmes, les droits des homosexuels, les droits des minorités, contre la loi imposée par les populations musulmanes. Voilà. C'était le discours de Wilders. C'était le discours le plus anti-musulman, d'ailleurs, qu'on ait entendu en Europe. Très bien repris par Geert Wilders. Parce que je veux dire, Geert Wilders, quand vous l'écoutez, même Marine Le Pen apparaît comme une modérée. Voilà. Marine Le Pen est... Quand vous l'écoutez, écoutez-la, même par rapport à son père, elle est beaucoup plus prudente. Mais Geert Wilders et surtout Pim Fortuyn, c'était mais vraiment avant tout des partis anti-musulmans. Voilà. Oui, anticipe. J'ai une question au sujet d'abord de l'échantillonnage et ensuite de la conceptualisation du terme étranger. Oui. C'est qui exactement les étrangers qui seraient perçus comme étant très nombreux en France? Est-ce que c'est des sujets en itinérance ou alors il y a une conflagration assez toxique dans laquelle on perçoit, et là, je vois le rapport avec la Hollande dont tu parles, avec des citoyens d'origine étrangère. Parce que j'ai le sentiment dans le discours public en France, que les Français qui seraient d'origine, la question des binationaux, à la fin, il y a dans la perception publique une sorte de déni de nationalité à ces personnes-là, même si elles semblent plus rattachées à un ailleurs. Ça, c'est la première question. La deuxième question, en fait, c'est beaucoup plus un commentaire, c'est que, à la fin, au niveau de la division de la classe politique en France, où on a une droite fracturée, une gauche qui finalement perd ses repères, c'est pas de mon point de vue aussi nouveau que ça. Je crois que c'est Rocard qui dit dans ses mémoires qu'en fait, quand on est bien président de droite et pas une politique de gauche, et vice-versa. Il expliquait que, je l'avais lu, il expliquait qu'on a créé le Parti Socialiste jusqu'à refuser selon à eux parce qu'ils n'étaient pas assez à gauche. Donc, à la fin, est-ce que le vrai point de la France, ce ne serait pas, je le dis en l'observant d'ici, ce ne serait pas parce que la France, en fait, était un pays littéralement ingouvernable, du fait qu'il y a énormément de privilèges. Moi, venant d'ici, je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait des protestations parce qu'on voulait ouvrir un supermarché le dimanche. Parce qu'on veut essayer de dégager la loi du travail, c'est ahurissant. Quand on prend un vol pour aller à Paris, il faut prouver qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de guerre, de grève. Qu'il n'y ait pas de grève à la France. C'est un vrai miracle qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle le mouvement social en France. Donc finalement, est-ce que la France n'est pas victime, n'est-ce pas, de ce système, je dirais, de privilèges systématiques? Est-ce qu'elle va survivre? Ça, c'est pas une question vaste pour une compréhension politique, mais j'ai l'impression qu'en fait, on en est presque là. Je ne vais pas me lever la parole. Ok. Bien sûr que la France n'est pas un pays facile à gouverner. Pourquoi? Parce qu'il y a une tradition protestataire qui maintenant a un visage de droite et qui a toujours eu un visage de gauche. Toujours. Il y a toujours eu une gauche extrêmement protestataire. La gauche française n'est pas une gauche comme les autres. C'est une gauche, comme le disait François Furet, c'est une gauche qui garde un tempérament révolutionnaire, entre guillemets, et qui en est très fière, qui est très fière de sa coupure avec le réel. Le réel est vulgaire. Le réel, c'est le capitalisme. Le réel, il faut le condamner. Le réel, voilà, on peut négocier avec. Cette gauche-là, ce n'est pas la gauche allemande. Ce n'est pas la gauche italienne. Ce n'est pas la gauche britannique, ce n'est pas la gauche d'Europe du Nord, c'est une gauche tout à fait particulière, qui a eu bien sûr son expression pendant des décennies, qui était le Parti communiste français. C'était tout de même, il ne faut pas l'oublier, le premier parti de la gauche française, et pas n'importe lequel.
Moi, quand j'étais enfant, c'était le plus grand parti français, hein, le Parti communiste. Et c'était un parti qui ne se posait absolument pas la question de l'adaptation avec le capitalisme, vous voyez. C'était un parti qui était là avant tout pour soutenir, bien sûr, l'Union soviétique, hein, dans la bipartition, comme le disait Léon Blum, qui était un connaisseur des communistes, c'est un parti national étranger, voilà. Bon, et puis voilà, mais ce n'était pas un parti qui se posait le problème de l'adaptation à l'économie de marché. Hein. Ce parti a peu à peu disparu parce que le grand frère a disparu, parce que le mouvement communiste s'est déstructuré, parce que le communisme est une idée qui s'est effondrée, parce que, voilà, il y a eu 1989 et la chute du mur. Et donc maintenant, ça n'est plus rien. Mais le tempérament est resté. Mais la culture communiste est restée. Le plus grand historien du Parti communiste français, le très bon livre sur le Parti communiste français, c'est le livre de Stéphane Courtois et de Marc Lazare. Ils le disent de manière très claire dans cette histoire du Parti communiste. Ils disent attention, le Parti communiste est mort, mais en France, la culture communiste se porte très bien. Et vous avez vu ce qu'on appelle la gauche mouvementiste. Qu'est-ce que c'est? C'est la recomposition de la culture communiste. Sans l'organisation derrière, sans la référence aux grands frères, sans la référence à l'international, mais c'est la même chose qui continue. Hein. Et le pape idéologique de cette affaire, Alain Badiou, je lisais récemment un interview de lui, le communisme est le nom de l'alternative. Voilà, l'alternative aujourd'hui c'est quoi? C'est le communisme, c'est-à-dire ça continue. La boutique n'est pas fermée, la culture communiste continue. Hein. Et donc il faut faire avec ça. Dans le mouvement social contre la loi El Khomri, dans Nuit debout, dans la mobilisation contre la loi Macron, mais c'est cette culture-là qui est au premier plan. Il n'y aurait pas cette culture-là, mais le problème ne se poserait pas. Vos grèves à Air France, là, ça serait terminé. Hein. Qui était là? D'ailleurs, vous l'avez vu, le type qui était avec son mégaphone Nuit debout. CGT, c'est le grand syndicat historiquement lié au Parti communiste, dirigé par des communistes, etc. C'est-à-dire la culture communiste. Le Parti communiste est mort, mais c'est ça que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Mais la culture communiste est toujours omniprésente. Alors dans le milieu intellectuel, je ne vous dis pas. Hein? La culture communiste est extrêmement présente. Et elle distribue encore les bons points et les mauvais points, elle censure, ouais, c'est dans l'université française, il faut voir comment ça marche. Hein. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre et qui fait qu'en effet, voilà, c'est un pays difficile à gouverner. Parce que comment voulez-vous gouverner avec toute une partie de l'opinion qui ne se pose pas le problème de la culture de gouvernement? C'est ce qu'expliquait Furet. Il disait, mais ces gens-là, ils n'en ont rien à cirer de la culture de gouvernement. Mais rien à cirer. Vous croyez que M. Martinez, le patron de la loi El Khomri, tout ça, ça l'intéresse? C'est pas ça du tout. C'est essayer de bloquer le système. Et de bloquer l'évolution de la gauche. Parce que ce qui les préoccupe, c'est que la gauche bouge. C'est ça le gros problème. La gauche bouge pour la première fois. Pour la première fois. Vous avez maintenant une gauche réformiste. Ça représente à peu près 40% de l'électorat de gauche. Vraiment réformiste. Et si la CGT fait ce qu'elle a fait, la CGT a fait un bazar là, en France, majeur. Hein. Pourquoi? C'est parce qu'aux prochaines élections professionnelles, ils ont une seule trouille, c'est que la CFDT passe devant. Voilà. C'est ça qui est derrière. Hein. Voilà, ils ne veulent pas que la culture communiste perde de ses positions. Et la CFDT, vous comprenez, c'est complètement autre chose. Hein. C'est un socialisme démocratique d'origine chrétienne, extrêmement réformiste. J'écoutais le discours qui était d'ailleurs étonnant, très intéressant, d'Edmond Maire, ce vieux leader historique de la CFDT, lors de l'enterrement de Michel Rocard. Attendez, c'est une culture, ça n'a rien à voir. Vous voyez, hein, ces gens n'ont rien à voir, ils sont sur deux planètes différentes. Donc ça, voilà pour la réponse à la deuxième question. La première, c'était l'étranger. Ah oui, voilà. Alors, quand les gens répondent, nous, bien sûr, on ne donne pas de définition de l'étranger. Quand les gens répondent, c'est leur propre définition de l'étranger. C'est des gros échantillons. Hein. Donc, les chiffres que l'on donne sont des chiffres solides. Alors, oui, vous avez raison, en partie, pour l'opinion publique française, une partie des Français d'origine étrangère sont identifiés dans cette réponse aux étrangers. Oui, ça, j'en suis sûr. Hein. Donc, il y a un mélange des genres. Il y a un mélange des genres, alors on le voit dans les enquêtes, en particulier les réponses qualitatives, d'autant plus pervers que dans les derniers attentats, il y a eu beaucoup
de Français d'origine étrangère qui ont participé aux attentats. Cela a été vécu par toute une partie de l'opinion publique comme étant un signe. Il y a des Français qui sont vraiment pas français, au point, ils sont tellement peu français qu'ils retournent leurs armes contre d'autres Français. Et cela est, si vous voulez, le ver est dans le fruit. Et c'est politiquement extrêmement difficile de lutter contre cela. Nous aurions une tâche plus facile si l'essentiel des assassins, je ne les appellerai pas des terroristes, des assassins étaient des étrangers. Mais ce sont, la plupart du temps, des nationaux. Hein? C'est pour ça, à mon avis, qu'une partie de la gauche s'est permis de poser le problème de la déchéance de nationalité pour les binationaux. Ils se sont autorisés à cela à cause de cela. Hein? Et là, je viens de finir un livre qui est très intéressant. Vous savez, d'Yves Michaud. Yves Michaud, c'est un philosophe qui a développé l'université de tous les savoirs et qui vient d'écrire un livre tout à fait intéressant qui s'appelle « Contre la bienveillance », où il s'insurge. Il dit « La bienveillance ne peut pas tenir lieu de pensée. Trop de Français, intellectuels, se contentent d'avoir des attitudes bienveillantes. Cette bienveillance, que pèse-t-elle, dit-il, contre le fait du fondamentaliste religieux, contre le fait du populisme, contre le fait de ce qu'il appelle la réelle politique. C'est-à-dire, il dit en politique internationale, il faut arrêter la politique des bons sentiments. Il faut revenir à de la réelle politique. Hein? On ne fait pas de la politique avec des bons sentiments, hein? Surtout au plan de la politique internationale. Et ça m'a beaucoup surpris, parce que je le connais, j'estime, en particulier tous ses ouvrages sur la violence, hein, c'est un des meilleurs philosophes sur la violence. Il a un appendice 3, un texte qui est tout à fait intéressant, que j'ai lu, parce que moi-même j'étais en réflexion sur cette affaire, qui s'appelle « Sur la déchéance de nationalité ». Et dans lequel il prend position, lui, pour la déchéance de nationalité. Et il dit, voilà, il s'agit de se donner les moyens de se débarrasser de citoyens dont les menées remettent en cause l'État et la communauté, en les expulsant du territoire national ou en les empêchant d'y revenir. Alors il poursuit et il dit ça serait, selon moi, en l'absence de peine capitale, en l'absence de peine de mort, ça serait une peine de perpétuité effective pour ceux qui ne veulent pas rentrer ou qui s'excluent de la communauté nationale. De ce point de vue, la déchéance de nationalité est conçue pour moi comme une peine de mort civique substitutive. Et il dit qu'il faut l'élargir, la déchéance de nationalité. Alors il cite dans la tradition juridique française, que très peu de gens savent, que la déchéance de nationalité existe. Hein? Existe. On la met très peu en œuvre, mais elle existe. Et il dit ceux qui l'ont plus pratiquée, ce sont les républicains de 1793. Hein? La Constitution révolutionnaire du 24 juin 1793 affirmait que l'exercice des droits de citoyen se perd par la naturalisation en pays étranger, parce qu'à ce moment-là on sort de la communauté, par l'acceptation de fonctions ou de faveurs émanées d'un gouvernement non populaire, par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives jusqu'à la réhabilitation. Et il dit cette déchéance de nationalité, ça sanctionne pour moi la rupture du contrat social, qui peut tenir à des faits de trahison, mais aussi à des crimes. Et il poursuit et il dit qu'il faut l'élargir. Il faut l'élargir à la fraude fiscale massive et organisée. C'est une manière de sortir aussi du contrat social, et à l'expatriation fiscale, qui constitue une atteinte caractérisée à la solidarité civique. De même, les actes de barbarie et d'inhumanité accompagnant certains crimes, torture, séquestration avec torture, je pense à l'enlèvement d'Ilan Halimi, témoignent d'une inhumanité civique qui est l'équivalent d'un crime contre l'humanité en droit international. Et à ce moment-là, la déchéance de nationalité, pour lui, se justifie. Et il dit arrêtez de nous sortir l'histoire de l'apatridie, parce que l'ONU prévoit un statut pour les apatrides. Hein? Donc, vous voyez, on voit bien que, je crois, parce que pendant un moment, je me suis dit, mais comment ça vient de la gauche, de François Hollande, etc. Mais il faut réfléchir, quoi. Hein? Je crois, et Hollande, c'est pas un excité, vous voyez, s'il ne s'est pas dit, Marine Le Pen dit ça, je vais le dire. Enfin, c'est vraiment faire insulte à ce président de la République qui est tout sauf un idiot. Hein?
Et je crois que c'est véritablement ce type d'interrogation. Mais derrière ce type d'interrogation, il y a qu'est-ce que c'est qu'être français? Qu'est-ce que c'est qu'être français? Est-ce que c'est un véritable contrat social, avec ses droits et ses devoirs? Si on s'exclut de ce contrat social, que fait-on? Hein? Vous voyez, la réflexion, moi je n'ai pas de réponse, parce que là-dessus, voilà, hein, j'en discute beaucoup avec mes proches, mais qui ne sont pas d'accord avec moi sur le fait que je m'interroge là-dessus, mais voilà, la déchéance de nationalité, je comprends que la gauche s'interroge aussi sur la déchéance de nationalité. Ça n'est pas absurde. Ça n'est pas simplement réactionnaire, oui. C'est pas réactionnaire, hein? Mais c'est inefficace, complètement inefficace. C'est pas. Mais le problème, c'est ce qu'il dit. Moi, le problème de Michel me dit, c'est pas un problème d'efficacité. C'est symbolique. J'interromps, voilà. Je suggère que nous continuions ensuite, que nous puissions libérer voilà. Oui. les étudiants qui sont ici, et que nous continuions à poser ces questions. Merci. Oui, c'est complètement inefficace.